Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour faire un live métier spécial My Future. Je suis Sixtine, je serai votre animatrice tout au long de cet échange. Et My Future, vous le savez, on est une entreprise sociale qui essaie de vous faire découvrir un maximum les différents secteurs professionnels en espérant bien sûr que vous puissiez trouver votre métier de rêve ou au moins un secteur qui vous plaise. Aujourd'hui, ça devrait vous plaire, on va venir un petit peu dans le secteur du droit. Sans vous en dire trop, on laissera notre invité se présenter dans quelques instants. Mais du coup, n'hésitez pas à déjà poser toutes vos questions dans le chat. Et oui, vous avez les commentaires directement, c'est participatif parce qu'on est en live, donc on est en direct. N'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de commentaires. En tout cas, on vous attend. Il n'y a pas de questions bêtes, au contraire. Et je me ferai le plaisir de faire passer toutes vos questions à notre intervenant d'aujourd'hui. On a une modération aussi avec Maëlys, donc n'hésitez pas à lui dire bonjour. Si vous, en plus, vous venez de Bretagne, elle va vous adorer. Et en parlant justement des personnes présentes sur le live, je remercie tous les collèges et infrastructures qui se sont connectés. Donc, j'ai une petite liste, attention, elle est longue. Donc, on a le collège Sacré-Cœur, le DFL, le collège Jean Dunois, Paul Éluard, l'association Arpège 14, le collège Maurice Bécane, Julio Curie, on a le lycée d'Avenières, lycée Le Garros, le collège Jules Verne, le lycée privé de Jean Massé. On a aussi Émile Auvray, René Cassin, Maurice Ravel, le collège des Rousseaux que j'ai vu dans le chat. Donc bravo à vous, vous l'avez trouvé, ça me fait plaisir. Les collèges de Mauvezin, Jean-Baptiste Say et toutes les autres personnes qui se sont connectées. N'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous venez aussi, quelles sont vos infrastructures, ça nous intéresse. Sans plus attendre, je vous présente le sommaire pour voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ce matin, nous allons voir le métier en images de notre interlocuteur. On va voir son parcours. On reviendra sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris, ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins dans son métier également. Et on terminera avec ma partie préférée, ça veut dire les anecdotes clichés sur le métier. Voilà. Merci beaucoup à tous de vous être connectés. Et c'est parti pour un live métier spécial avec Nadim. Bonjour Nadim, comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis assez impressionné, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de Ouais, ouais. collèges et lycées. Ouais, la liste était longue et interminable, j'avais l'impression, donc petite pression. Et non, c'est un grand plaisir de vous discuter avec vous d'une certaine manière de mon métier. Alors moi, je suis avocat au barreau de Paris depuis pas si longtemps que ça. J'ai que 2 années de bar derrière moi. Là, je rentre dans ma 3e année. Donc généralement, on dit qu'on est bon avocat au bout de 10 années. Donc j'en suis encore très loin. On est excellent Ok. avocat au bout de 20 ans et bon avocat au bout de 10 ans. D'accord, Donc donc là, tu es un très mauvais avocat. je suis un très très débutant avocat, mais bon, ça ne m'empêche pas d'avoir quelques, quelques anecdotes à vous raconter et quelques audiences à vous partager. Ah, Mon activité, pour faire en deux mots, je suis dans un cabinet, on va dire, généraliste. Donc, j'ai pas d'activité, si je puis dire, très ciblée, mais je partage entre 2 tiers de droit social, on en parlera un petit peu, et le reste, je fais pas mal de pénal. Ça, je pense que ok. c'est un peu plus intéressant. Ouais, mais est-ce que tu peux nous expliquer déjà, ça veut dire quoi le droit social et le droit pénal? Ouais, le droit social, c'est tout ce qui, je pense que vous avez déjà peut-être entendu le terme conseil de prud'homme. C'est un terme un peu barbare, effectivement, on ne sait pas trop ce que ça recoupe, mais c'est pour juger en fait tous les litiges entre les salariés et leur employeur. Donc dès que vous avez un petit pépin, dès que votre papa, cousin, etc., en fait, il n'a pas été payé ce mois-ci, il subit, je ne sais pas, du harcèlement au travail, bah, il peut saisir un conseil de prud'homme et nous, en tant qu'avocats, on les accompagne dans leur démarche. Donc généralement, en fait, c'est des procédures civiles, mais qui sont assez houleuses parce que souvent, en fait, il y a beaucoup d'humains là-dedans, parce que des fois, il peut y avoir des personnes qui ont travaillé 30 ans dans une boîte et du jour au lendemain, ça se passe très mal. Donc là-dedans, on a vraiment un rôle à jouer. Ok, donc alors pour faire ton métier, il faut avoir du relationnel, j'imagine, parce que tu vas rencontrer les personnes, tu prends du temps Ouais. pour comprendre leurs problèmes, et puis surtout qu'à la fin de la journée, est-ce que tu n'as pas la tête qui explose avec tous les problèmes que tu as dû traiter? Bah, ça dépend en fait. Quand le téléphone sonne beaucoup et qu'on doit gérer pas mal de clients, c'est là où je pense que on aura envie de mettre mute sur certains clients. Mais en fait, c'est à la fois, je pense, un bel avantage de ce métier et parfois un inconvénient, mais c'est le relationnel. C'est-à-dire qu'on gère tout le temps des cas différents. Enfin, nous, on a une clientèle qui est représentative à la fois des entreprises, donc des chefs d'entreprise, de PME, de petites et moyennes entreprises, et à la fois des personnes, des particuliers.
Et donc, en fait, gérer un petit peu tout ça, ça nous permet d'avoir une certaine hauteur sur les sujets qu'on traite. Ça, c'est sympa, moi, je trouve, plutôt que d'avoir toujours les mêmes sujets. Et après, bah, l'inconvénient, c'est que c'est très prenant, en fait. Généralement, quand quelqu'un prend un avocat, il a envie que ça soit toujours tout très vite, que l'avocat réponde du tac au tac. Et l'avocat, bah, des fois, en fait, il a d'autres dossiers à traiter. Donc ça, c'est un petit Mmh. peu l'inconvénient, je pense. Oui, non, forcément. Et puis le droit pénal, parce qu'on a parlé, Ça, de c'est plus l'autre. intéressant. Ouais. Alors vas-y, dis-nous tout. En plus, on va pouvoir afficher aussi, les photos que tu nous as partagées si c'est Ouais. pas déjà fait, comme ça vous aurez aussi un visuel, ce sera plus sympa. Bah, le droit pénal, je pense que c'est le droit le plus médiatique. C'est quand on parle, enfin, moi, je me faisais la réflexion à l'époque, quand je parlais avec mes grands-parents, quand je dis avocat, inévitablement, on pense à cour d'assises, on pense à prison, on pense à des longues plaidoiries d'1 heure et demie, on pense à un retentissement gigantesque, à la presse, etc. Bon, il n'y a pas que ça. Effectivement, ça, c'est, on va dire, la Rolls-Royce qui apparaît dans le Parisien et dans le Monde sur les affaires un peu médiatiques. Mais le droit pénal, en fait, c'est d'une part très intéressant parce que c'est très humain. En réalité, on vous jugez des affaires qui sont extrêmement diverses et souvent avec un terreau social qui peut être familier. On a des profils qui reviennent souvent et en réalité, la défense n'est jamais la même. Pour le droit pénal, on va dire, si je devais le classer, faut comprendre qu'en droit pénal français, il y a 3 grandes classes que vous connaissez peut-être. Il y a tout ce qui est contraventionnel, donc on va dire que c'est le petit droit pénal. Il y a le correctionnel qui a changé de nom maintenant, qui va devenir le délictuel. Donc là, c'est, on va dire, trafic de stupéfiants, violence, conduite en état d'ébriété, escroquerie, tout ça. Et le dernier que vous connaissez certainement le mieux, c'est le criminel. Donc c'est la cour d'assises, c'est les meurtres, les assassinats, le terrorisme. Donc là, on en parle beaucoup dans la presse parce que c'est le plus impressionnant et c'est là où les peines sont les plus lourdes. Ça peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Donc Bien moi, sûr. je fais le plus souvent du correctionnel, donc devant des tribunaux correctionnels pour des stupéfiants, pas mal, et pour des violences, ce que j'ai OK. en perso. OK, alors j'ai une question parce que tu nous as dit au Ouais. début, voilà, pour tu es vraiment à tes débuts d'avocat, même si tu as fait, Ouais. 2 ans que tu es, dedans. Est-ce que du coup, il y a les dossiers que tu vas traiter sont un peu moins compliqués que des gros dossiers? Ou est-ce que ça veut absolument rien dire? Tu peux être affecté sur des gros dossiers aussi? Pour le coup, non, ça veut rien dire. Des fois, en fait, on accepte, c'est ça qui, c'est un peu le bingo, ce métier-là, c'est on peut accepter des dossiers, on se dit, il y a pas trop de difficultés en réalité, et plus on creuse dans le dossier, plus ça devient un petit peu des dossiers tentaculaires. Donc ça, on le sait jamais en réalité. Là, par exemple, hier, j'avais un entretien avec une cliente concernant un dossier de licenciement, donc là, en droit social, hein. Le dossier paraît très simple et en réalité, derrière, il y a une myriade de harcèlement sexuel dans toute l'entreprise. Et là, on se rend compte qu'on n'est plus sur le petit dossier où on va tranquillement aller devant un conseil de prud'homme. On est vraiment dans un dossier où il va falloir porter plainte, il va falloir déposer des mains courantes, il va falloir récupérer des dossiers au greffe pour matière pénale. Donc là, on le sait jamais. Et c'est un petit peu ça qui est aussi plaisant, c'est que des dossiers compliqués peuvent finalement être très simples, des dossiers simples peuvent être extrêmement compliqués. Et ça, Ouais. peu importe qu'on ait 2 ans de barre. Par contre, ça, en fait, c'est un peu une obligation déontologique. Quand le dossier est très compliqué, on doit ce qui s'appelle laisser le dossier à un autre confrère ou à un cabinet qui a plus d'avocats pour le traiter. Parce que si Mmh. le dossier nous paraît trop complexe et qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas le traiter tout seul, c'est techniquement interdit de le faire. Bien sûr, Là, il c'est faut notre bien sûr. déontologie qui nous l'interdit. Bien sûr, parce que, forcément l'intérêt des clients, Exactement, l'intérêt est suprême des clients. devant. Ouais, suprême carrément. Bon, on va revenir un peu sur les photos maintenant que tu nous as expliqué ces Ouais, différences. Alors déjà, c'est vrai que quand on pense à un avocat, on a tout de suite la tenue la qui nous robe. saute à l'œil. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment, la première chose à laquelle on pense. Alors quand est-ce que cette tenue, tu dois la mettre et est-ce qu'elle a un nom? Ouais, on appelle ça une robe d'avocat. Elle ressemble particulièrement à celle des magistrats, mais il y a pas mal de différences. C'est un peu le jeu des 7 différences avec celle des magistrats, et même celle aussi des huissiers ou des greffiers à l'audience. Bah là, la mienne, elle est juste derrière, elle est Ouais, juste ici. j'adore. Ouais. Alors, faut savoir, enfin ça c'est le petit, ce que je raconte souvent, c'est que c'est très cher, une robe Ah d'avocat. ouais. C'est généralement entre 800 et 1500 euros. Ah oui, Ouais, oui, c'est en fait c'est dans des petites boutiques, il y en a pas énormément. C'est fait sur mesure, c'est fait main. Il y a beaucoup de composants, on dirait pas comme ça. En réalité, je pourrais même vous la montrer, mais il y a une partie en soie, il y a une partie en hermine qu'on n'a pas au barreau de Paris, mmh,
parce qu'il y a une petite anecdote. En fait, ce que vous voyez sur la photo, le petit morceau en lapin là, Ouais. et ben, au barreau de Paris, on ne l'a pas. OK, Et pourquoi? c'est parce qu'il y a plusieurs légendes là-dessus. Ça serait en hommage à Condorcet, un Mmh. avocat qui aurait défendu Louis XVI et qui a été décapité. Bon, après, c'est un petit peu de la légende, puisqu'il y a Ouais. certains historiens qui ne sont pas d'accord sur cette version de l'histoire. Mais il faut savoir que dans tous les barreaux externes, donc vous allez au barreau de Versailles, vous allez au barreau de Perpignan, de Marseille, etc., Mmh. tous les avocats auront un petit froufrou blanc sur la fin. Et nous, à Paris, on n'en a pas. Voilà. D'accord, OK. Ah ouais, donc ça, c'est bon à savoir et Ouais, c'est un comment peu tu le t'es truc rigolo. sentie, la première fois que tu as dû mettre ta robe, justement? J'imagine qu'on doit se Alors la sentir, toute première fois en vraiment audience, extrêmement stressé. La toute première fois, c'était pour faire des essais, hein, pour connaître mes mensurations avec une costumière, donc c'était plutôt sympa, il n'y avait pas de stress. Par contre, la mmh. première fois que je l'ai mise, je vais pas vous mentir, j'étais dans les toilettes du tribunal, devant un miroir, parce que j'arrivais pas du tout à mettre le rabat. En fait, le rabat, si vous voulez, c'est la petite partie blanche. C'est assez technique à mettre. On Faut dirait une le faire serviette. sortir. Ouais, c'est ça, on a une petite serviette. Et ce rabat, en fait, il y a plusieurs boutons, il y a une dizaine, quinzaine de boutons à mettre. Et la première fois, en fait, vous galérez un peu. Il y a toujours des Ah bah, consoeurs et des confrères qui viennent vous aider, qui sont très sympathiques et qui voient bien, vu votre stress, que c'est votre première audience. Donc rien que pour ça, c'est assez cool, ces moments-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais ouais, après, ça devient un automatisme, hein. Maintenant, en audience, je m'en rends même pas compte. C'est clac-clac, je la mets et c'est très rapide. mmh, trop bien. En deuxième photo, je vois une pile de dossiers, Ouais, bah, elle est, est-ce elle est sur mon que, bureau, là, si vous voulez. ouais, bah, voilà, je vois plein de trucs, mais c'est vrai que c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on peut se dire: «Ah oui, tout doit être numérisé, et cetera», mais pas tant que ça, en fait, tu travailles beaucoup avec du Pas tant papier? que ça, en fait, quand vous allez dans des tribunaux ou dans des cours d'appel, vous voyez que certes, on essaye de numériser de plus en plus, mais le papier, notamment au pénal, ça reste en réalité. Les dossiers papier, après, c'est aussi en termes de goût, si je puis dire. Moi, j'adore travailler avec un crayon à la main et pouvoir entourer, stabiloter des choses, alors que un peu plus difficile, je trouve, sur du numérique. Mais en fait, on va dire que la profession, elle est de plus en plus hybride, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis du tout fin au papier. On en a encore plein. Enfin, moi, tous les dossiers qu'il y a derrière moi, en fait, tout ça, c'est que des dossiers papier. On imprime quand on a des fiches de paye, des contrats de travail, etc. Parce que c'est toujours intéressant de pouvoir mettre des petits post-it. Et quand ensuite on a un dossier à relire, c'est plus facile que de se perdre sur des dossiers numériques. Mais par contre, c'est très, 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 très pratique à l'ère notamment de l'intelligence artificielle d'avoir les dossiers en numérique pour pouvoir faire des recherches rapidement, etc. Donc on est un petit peu sur les deux. Et après, bon, on ne peut pas y réchapper étant donné que quand on plaide, on doit donner ce qui s'appelle un dossier de plaidoirie, ça ressemble à ça. Donc en gros, c'est le dossier avec nos écritures, nos pièces, notre jurisprudence, et ça, on doit le donner à la fin. On le dit, tenez, Madame la Présidente ou Monsieur le Président, et lui, il l'a en papier, quoi. Ah, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans un film, mais ça doit être lourd tout ça à porter, Bah, il y a j'imagine. des dossiers, il y a des dossiers, ils sont comme ça, ouais. Ah ouais, Et ouais, en fait, du coup, je peux stylé. partir en audience avec ma petite valise. Ah bah ouais, bah là, je comprends l'intérêt de la valise. Ouais, Mais du coup, faut s'y retrouver dans tout ça, parce que je veux bien, ouais. j'imagine bien que tu dois être ordonné, tu dois bien ranger les choses, mais bon, quand même, j'imagine que Alors, on a ça la doit se chance préparer. d'avoir un secrétariat, avoir des stagiaires qui nous aident beaucoup. Mais oui, souvent, en fait, ça va être la veille de l'audience de vérifier pièce par pièce que tout est là, que tout est bien noté, qu'on n'a rien oublié, qu'on est devant la bonne chambre, devant la bonne juridiction, que nos conclusions, enfin nos pièces et écritures sont à jour. Et ça, c'est extrêmement chronophage. Bah C'est ouais, bien sûr. normal. Donc, dans ton métier, si je résume un peu, faut avoir du Ouais, relationnel, ça c'est important, ouais, faut être organisé et faut être ouais. ponctuel. Parce que j'imagine si l'avocat arrive en retard, il y a un petit souci. Déjà, le temps de mettre la tenue, faut compter, quand même Alors, 10 minutes de plus. oui et non. Oui et non, parce que tu vas vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, les avocats sont souvent en retard, puisqu'ils peuvent être retenus. Typiquement, j'ai une audience à 13h30 devant la Cour d'appel de Paris. Mais en fait, le matin, j'étais au Conseil de prud'homme de Paris. Mmh. L'audience prend plus de temps que prévu, et ben, je peux faire appel au greffe. Donc le greffe, ça va être le standard, on va dire le secrétariat de la deuxième juridiction devant laquelle je vais plaider, pour leur dire, vous pouvez retenir le dossier, je vais être très en retard. Ça, c'est assez chouette parce qu'en fait, chaque avocat et chaque avocate a son propre planning, et des fois, en fait, on a des contraintes qui sont indépendantes de notre volonté, et on ne peut pas faire autrement que de demander d'avoir des retenues. Et il faut savoir qu'au pénal, il y en a énormément des retenues puisque vous pouvez être en maison d'arrêt, donc en prison.
Et le temps de sortir enfin, le temps de rentrer en maison d'arrêt, c'est très long. Le temps d'en sortir, c'est très très long aussi. Et donc, si pour peu que vous ayez une audience super loin juste après, eh ben, en fait, vous pouvez avoir des délais Mmh. complètement ahurissants, quoi. Très long. Ah ouais, 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 donc tu cours partout en général quand tu dois plaider un peu, ouais, aux 4 coins, de Paris ou en tout cas d'Île-de-France. ouais. Je vois aussi, bah, des barreaux de prison. Ça veut dire que tu emprisonnes les personnes, tu les condamnes, Alors, moi, j'emprisonne personne, c'est plutôt les procureurs. Moi. Enfin, du moins, j'essaye, hein, j'essaye. Bah, en fait, la case prison, elle est un peu, bah, c'est pour un avocat pénaliste. Enfin, moi, je suis moyennement pénaliste, hein, en dossier personnel, j'en fais pas mal, mais c'est pas ce que je fais le plus au sein de mon cabinet. Mais c'est la case qu'on essaye tous d'éviter, sachant que pour certains dossiers, on peut pas y échapper. Il y a des affaires où on sait très bien, par exemple, si c'est un multirécidiviste qui a un casier long comme le bras, le mandat de dépôt à la barre. Donc, le mandat de dépôt à la barre, c'est vrai que faut m'arrêter quand j'emploie pas mal de oui, termes. oui. Qu'est-ce que Mandat c'est de que dépôt ça? à la barre, mandat de dépôt, c'est la pire sanction qui peut arriver à un client, c'est-à-dire qu'il arrive au tribunal libre, il arrive, bonjour Madame la Présidente, etc. Il se fait juger et le soir Ouais. même, il part en prison. Donc là, autant vous dire que il y a Ouais, la ouais. famille, il y a les frères, il y a les cousins, etc. Vous êtes là, vous plaidez, et finalement, en fait, le soir même, il repart avec les menottes. Et là, vous vous Horrible. dites, oula, donc un peu compliqué. Et après, la prison, c'est aussi voir les clients en prison. Donc ceux qui sont en maison d'arrêt, il faut aller leur rendre visite parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Ça peut être des demandes de mise en liberté. Si typiquement, vous êtes emprisonné, en fait, vous avez purgé la moitié de votre peine, vous demandez à sortir sous bracelet. Bah, par exemple, Sarkozy, c'est ce qu'il a fait. On va Il faire fait, les il fait une demande de mise en liberté et ensuite, sa demande de mise en liberté, elle est plaidée. Il y a une audience et à l'issue de l'audience, si on estime qu'il y a des garanties suffisantes, et ben, il peut avoir son bracelet. Donc ça, on le fait OK. souvent. Donc oui et le bracelet pour bien expliquer, c'est un espèce de traceur C'est une peine. GPS, du Ouais, coup c'est on peut ça. pas partir trop loin, enfin il y a des Non, limitations un peu partout pour quelque exactement. part se faire emprisonner mais être libre en même temps, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Alors et une autre question aussi, d'ailleurs je vous encourage dans le chat à en poser d'autres, qui est intéressante aussi parce que c'est vrai qu'on parle souvent des avocats, bah, d'avoir ce côté. Est-ce que c'est comme les médecins et ils ne peuvent rien dire? Ça veut dire, là mettons demain, tu as une personne, qui a fait quelque chose de pas bien du tout. Ouais. Tu sais qu'il est coupable, mais tu vas Ouais. devoir le défendre coûte que coûte. Parce que c'est sur le code pas de l'honneur, mais je crois que sur, dans le droit, il y a vraiment le Alors, côté de la chance à tous. ouais. Ah, Je qu'est-ce que tu vas regarde, mais je sortir? crois en fait. Ouais. On a une déontologie en fait, de la même manière que les médecins, je crois que c'est le serment d'Hippocrate pour les médecins. Mmh. Nous, c'est notre code de déontologie. On a un règlement intérieur national et on a après un règlement général. En fait, le secret professionnel, il est absolu chez les avocats. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, on peut absolument rien dire. Et c'est tellement absolu que, en fait, trahir le secret professionnel, c'est réprimé dans le code pénal. En fait, c'est assez lourd, hein. En fait, je crois que c'est quasiment 3 ans d'emprisonnement et une grosse amende si jamais, en fait, on s'aperçoit que l'avocat a trahi le secret de son client. D'accord, Donc, donc ça rien veut que pour dire que ça, là, ouais, tu peux défendre un tueur en série, mettons, tu sais ouais, qu'il est coupable, il t'avoue absolument tout, ouais, mais il y aura que toi exactement. qui le Après, on a saura. des garde-fous. On a ce qui s'appelle le bâtonnier. Le bâtonnier, c'est une instance ordinale dans chaque barreau. En fait, il faut savoir que les avocats, ils sont répartis dans ce qu'on appelle des barreaux. Donc, Mmh. dans le barreau de Paris, il y a tous les avocats parisiens. Dans le barreau de Marseille, tous les avocats de Marseille. Dans le barreau de Perpignan, etc., etc. Et dans chaque barreau, dans chaque organisation, il y a un couple de bâtonniers. Donc, le bâtonnier et la vice-bâtonnière, ou la bâtonnière et le vice-bâtonnier. Et en fait, ce sont les référents de tous les avocats. Donc, si jamais on a des clauses, enfin des crises de conscience existentialistes, on est en train de dire je peux pas dormir, je viens d'apprendre Mmh. quelque chose de fou, on peut s'en référer au bâtonnier et généralement le bâtonnier OK. il sait quoi faire. OK, c'est bien, c'est pensé Ouais, aussi parce que j'imagine on devient fou sinon, de ouais. vis-à-vis de toutes les Moi, affaires grâce à qui Dieu, j'ai pas encore de dossier comme ça. ouais, Enfin, je sais ouais, pas ouais. comment. Mais effectivement, il y a beaucoup d'avocats qui ont des dossiers très sensibles, notamment qui touchent à la petite enfance, donc tout ce qui est Mmh. pédophilie, etc. Certes, d'un côté, vous avez le secret professionnel, vous pouvez absolument rien dire, mais il faut quand même en référer. Si vous savez en fait qu'il y a la possibilité de faire du mal à des enfants ou que sais-je, là, je pense que c'est le bâtonnier qui est référent et qui dit on peut D'accord. mettre une entorse à ce secret professionnel parce qu'il en coûte la vie de certaines personnes en difficulté, quoi.
OK, c'est hyper intéressant. OK, merci pour ta réponse. Donc pour terminer, les 3 photos qu'il y a, Ah, qu'est-ce que c'est? bon là, on est plus dans le concret. Alors, je ne Ouais. sais pas si vous connaissez, là, on est dans le 17e, c'est le tribunal judiciaire de Paris, tout neuf, Mmh. flambant neuf même, Ah qui est bah assez oui. joli en fait, même à visiter pour plus plaisir. Je crois que l'architecte, c'est Renzo Piano, c'est un architecte assez connu dans le monde de l'architecture moderne. Il faut savoir qu'à l'époque, le tribunal judiciaire de Paris, il était sur l'île de la Cité. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà passé, c'est juste à côté de Saint-Michel, c'est le quartier latin. Donc, vous avez cette grande cour d'appel avec la Sainte-Chapelle qui est à côté. Et maintenant, on l'a délocalisé parce qu'il était trop petit et trop poussiéreux. Donc, c'est le tribunal judiciaire de Paris où je passe pas mal de temps, en réalité. Donc, les salles d'audience sont chouettes. Vous pouvez croiser beaucoup d'avocats talentueux, notamment devant les chambres correctionnelles. La deuxième photo, bon, bah là, on est vraiment dans le concret, hein. Moi, j'ai un métier, certes, de plaidoirie, mais je pense que les 2 tiers de mon temps, c'est quand même écrire. Écrire, donc ça peut être des mails aux clients, ça peut être des écritures, donc des conclusions. Nous, quand on écrit dans des dossiers, on appelle ça des conclusions. Conclusions en demande ou en défense, en fonction de si c'est nous qui demandons à la juridiction ou si c'est on répond à la juridiction. Et après, bah, les réunions. Les réunions, en vrai, ça nous occupe pas mal, Souvent chaque des fois, réunions, les mais c'est clients. des réunions. Avec les clients, souvent. Souvent, les clients, ça peut être des fois les avocats ou des fois les experts. Les experts, c'est un mot assez savant pour dire, typiquement, on est dans un dossier. Je dis n'importe quoi en fait. Vous venez de vous faire écraser le pied par Mmh. un scooter. Vous estimez que votre préjudice, il est à, je sais pas, 10 000 euros, mais vous savez pas trop comment le chiffrer. Vous allez faire appel à un expert, donc ça peut être un médecin qui est spécialiste dans les entorses et qui va vous dire, là, vous allez jamais remarcher avant 5 ans parce que vous en savez rien. Certes, les avocats, ils savent beaucoup de Mmh. choses, mais là-dessus, ils sont pas compétents. Donc, on peut faire des réunions avec des experts. Et il peut y avoir des contre-expertises si on estime que l'expert n'est pas assez compétent pour dire, OK. ouais, en fait, là, c'est peut-être pas 5 ans, c'était 10 ans, et en fait, mon préjudice, il est comme ça. Donc, on peut faire des réunions avec pas mal de monde, finalement, mais jamais avec des OK. magistrats. OK, donc encore une fois, faut avoir du relationnel parce que Ouais, ouais, clairement. maintenant trop bien. Bah, écoute, on va voir le cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. Donc dans un Ouais, exemple, tes missions, ça va être conseiller, ouais. défendre à par oral et par écrit, intervenir en urgence. Quel problème tu vas rencontrer? Alors, le premier problème, ce que tous les avocats disent, enfin là, je reprends le cas précis des avocats pénalistes, c'est le Mmh. client. C'est clairement votre pire ennemi, ça sera toujours, toujours le client. Le client qui n'a pas donné suffisamment de. Enfin, typiquement, en fait, on va s'apercevoir à l'audience que le client a menti, que le client Mmh. nous a pas donné les bonnes infos, que le client, en fait, il avait déjà un casier, qui nous a dit qu'il n'avait pas de casier. Le client qui, du jour au lendemain, en fait, il vous dit: «Ah oui, en fait, ça, j'ai oublié de le signer, c'est important». Bah oui, c'est important. Là, on est à l'audience, je vais difficilement pouvoir, dire que mon client, il a oublié. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça la 1re mission, sur le, conseiller, en fait, c'est conseiller et prendre toutes les informations, en fait. Le problème, c'est, faire la pêche aux infos parce que en fait, c'est sans fin. On peut se rendre compte vraiment, la veille de l'audience qu'il nous manque des choses. Et ça, c'est toujours un peu frustrant, mais en fait, on se dit que le dossier, il est bouclé, ça fait 3 mois, on le travaille, tout est prêt pour la plaidoirie, donc le lendemain, et en fait, on Mmh. relit le dossier et là, on voit qu'il nous manque pas mal de choses. Donc là, ça peut être, un peu, branle-bas de combat, travailler dans l'urgence, appeler le client, lui dire: «Il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il faut qu'on se réunisse avant l'audience». Mais bon, c'est un peu stimulant ça, je vais pas vous mentir, des fois ça peut Mmh. être dans le Et jus, c'est oui, mais stimulant. du coup, on en revient aussi à tes horaires. Du coup, des moments, tu comptes pas tes heures. Non, ça fluctue. Bah, on n'a pas de cadre, comme on n'est pas salarié en fait, j'aurais dû commencer par ça. Après je Ouais. sais pas si c'est le plus intéressant de parler des 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 modes d'entreprise et chez les avocats. En fait, on n'est pas salarié. On est libéraux, au même titre qu'un médecin, qu'un kiné, qu'un ostéo. En fait, on Mmh. est travailleur libéral, ce qui veut dire que on n'a pas de fixation d'une plage horaire fixe. On n'est pas soumis aux 35 heures, on n'est pas en 38h30 comme les cadres, on n'est pas en 39 heures ou en fixation de jour. Donc en fait, c'est un petit peu, ça dépend de dans quel cabinet vous travaillez, quoi. Ouais, et autre chose aussi, parce que là aussi, ça peut peut-être rentrer dedans, des fois ça arrive que tu aies des clients qui ne te disent pas la vérité parce qu'ils ont peur d'en parler aussi, Ouais, peut-être? Et ouais, donc clairement. là, tu découvres tout, lors du procès, s'il y a des preuves, via la défense, Ça qui m'est jamais, enfin là, par exemple, hier, je plaidais devant la cour d'appel
de Paris. En fait, c'était un client qui était détenu pour vol et séquestration. Donc, en fait, il était là, ça faisait 4 ans qu'il était détenu à Fleury-Mérogis. Et il était en train d'être auditionné pour demander une remise de peine. En fait, il voulait avoir une détention à domicile, donc sous bracelet. Et donc la famille m'a communiqué des promesses d'embauche pour dire voilà, j'ai des garanties, il va travailler dans une entreprise. Regardez, et en fait, je me rends compte que l'entreprise n'existait pas. Et Ah ouais. un peu compliqué. Et les magistrats le savaient, en fait. Ils avaient fait état, en fait, c'est son frère qui avait repris une promesse d'embauche bidon. Et avec chance, on avait pu, juste avant l'audience, dire ah oui, non, en fait, c'est pas la bonne. Il en a une deuxième qui va être versée au dossier. Mais oui, en fait, ça arrive très, très souvent. Des petits détails. Et au dernier moment, on se dit oh là là, quel tocard. Là, il faut tout reprendre. Mais bon. Ah ouais, non, ça, j'avoue, ça c'est un peu la galère là, pour le coup, d'avoir ce Oui, genre parce de. qu'ils savent très bien, en fait, les promesses d'embauche, c'est ce qui marche le mieux pour dire qu'on a une garantie. Mais sauf qu'en fait, dans les Mm. promesses d'embauche, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, je vais être embauché dans l'entreprise ABA. Elle n'existe pas. Mais, Ouais, donc, nous, super. notre rôle, c'est de vérifier. Ouais, ouais, mais ils sont pas très intelligents de faire des faux, justement. Bah, des fois, ça Ça, passe. c'est les Mais avocats, quoi. ouais. Compliqué, ok. Et puis gérer les clients, bah, comme tu nous l'expliquais, j'imagine que c'est pas toujours simple, ça dépend aussi des personnes, hein. Ouais, Des solutions, donc base de données juridique, donc ça très ouais, ça, important c'est de se notre répéter. meilleure aide. Ouais. Ouais. La coordination Ouais, bah et ça le c'est traitement. vraiment avec. Bah, moi je travaille avec mon associé qui est mon boss. Il y Hmm. a des stagiaires, il y a un secrétariat qui est extrêmement utile parce qu'en fait on a un métier. Ça aussi c'est ultra important. Enfin, dans le métier, on va dire d'avocat contentieux. Donc ce que je fais en fait quand je dis avocat contentieux, c'est les avocats qui sont amenés à plaider, à se déplacer et à mettre la robe. À l'inverse des avocats conseils où l'avocat conseil en fait il est plus derrière un ordi et il va juste conseiller des entreprises et des particuliers. Il va jamais mettre sa robe. En fait, Ok, vous pouvez ça avoir existe beaucoup. alors. Ouais, ouais. D'accord, je savais C'est pas du plus tout. des juristes, on va dire. En gros, en fait, ils sont dans des grosses structures qui ne Hmm. sont jamais amenés à plaider. Donc, c'est de la grosse différence. En fait, nous, on le dit tout le temps, c'est l'avocat contentieux, il plaide, l'avocat conseil, il plaide pas, il réfléchit derrière son ordinateur. Ok, Et ok, sur la intéressant. Ça, coordination, ouais, c'est super important, en fait, bah, parce que dans l'avocat contentieux, il y a énormément de dates à mettre dans son agenda. Et ça, pour le coup, si vous en oubliez une, vous pouvez vous faire taper sur les doigts très très fort. ah bah, c'est sûr, Typiquement pour ouais, des délais. j'imagine. Ouais. Ah ouais, ouais, parce que tout est réglementé et c'est vrai qu'on Ouais, peut pas on peut pas arriver et dire bon bah voilà, je suis pas à l'heure ouais, ou c'est ça. ça je le rends pas à l'heure. En fait, typiquement, vous avez une décision qui vous est pas favorable, je dis n'importe quoi, vous avez votre employeur, enfin, vous n'êtes pas content de votre employeur, vous saisissez le conseil de prud'homme vous donne pas raison, vous faites appel du jugement, donc, Mm. mais vous faites appel du jugement pas dans les temps, et ben c'est au revoir. Ouais, ouais. Donc Et là, là, c'est ça la peut fin de avoir la des course. conséquences. Ouais. Ouais. C'est encore quand c'est le client, il peut s'en vouloir qu'à lui-même, mais quand c'est Ouais, l'avocat, et c'est quand c'est l'avocat, là, c'est notre responsabilité professionnelle. Après, heureusement, on est couvert par l'ordre à hauteur de je sais pas combien de millions, mais bon, ça peut être un petit peu tatillon pour sa réputation, quoi. Hmm. Il y a Terence qui vient de nous rejoindre dans le chat. Alors, pour Bonjour expliquer, non, Terence. on va pas. Ouais, voilà. Comme vous avez un petit peu de retard, on va pas pouvoir reprendre toute la conversation. Mais bon, du coup, pour rappeler, Nadim, du coup, est avocat au barreau de Paris et nous explique un peu tout son quotidien, notamment avec ses clients. Donc, n'hésitez pas à poser un maximum de questions dans le chat pour peut-être avoir quelques rappels. Puis, on continue la présentation avec le parcours de Nadim. Alors, du coup, toi, tu me dis, à la troisième, tu voulais aller en filière scientifique Ouais, pour plutôt sciences et vie de la Terre. C'était ouais, vraiment j'adorais ce ça. focus. Bah, c'était mon grand dada. Je pense que c'était biologie. Bah, après, c'était peut-être par affinité parce que j'avais des bonnes notes là-dedans. Du coup, c'était motivant. Hmm. Et aussi parce que j'adorais. Enfin, à l'époque, c'était C'est pas sorcier, Fred et Jamy. Ah bah C'était un peu ouais. ma bible à moi. Et donc, j'étais pas mauvais là-dedans. Je me disais que j'allais faire une prépa en biologie. Sauf que les prépas biologie à l'époque, c'était BCPST. Je sais pas si ça a changé. En gros, c'était pour devenir veto, beaucoup. Hmm. Donc vétérinaire, ou alors faire de la géologie. J'avais pas trop envie de faire de vétérinaire, j'avais pas trop envie de faire géologie non plus. Donc après, ça a un petit peu changé. Donc je voulais faire une prépa, ce qui s'appelle ECS. Maintenant, je crois que c'est les prépas ECG, si je dis pas de Ok. bêtises. Donc c'est des prépas un peu généralistes, post-terminal, où on fait beaucoup de géopolitique, beaucoup
de maths, beaucoup d'anglais, beaucoup de philosophie, de culture G, etc. Mais en fait, mon parcours, il est un peu chaotique parce que là, quand je vois le nombre de petits points, je me dis, mais quelle Oui, c'est vrai, il y en catastrophe. a pas mal. Et Bah, chaotique, je dirais pas ouais. chaotique, mais je Non, mais dirais en que tu fait, as fait plein je de me choses. suis cherché, ouais. Parce que Mais à c'est l'époque, chouette. c'était pas Parcoursup, c'était APB. Enfin, Ouais. je sais pas si c'est encore le cas, mais pour moi, c'était un Non, je enfer. ouais, ouais, J'avais pas ouais. eu ce que je voulais. Je sais pas si aujourd'hui, c'est un peu la même chose avec Parcoursup. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de. Bah, c'est encore un peu du tirage au sort, hein, donc ça Ouais, reste bah, compliqué, sur le coup. Mais du coup, tu as fait une licence à Assas, donc ça, c'est tout ce ouais, qui va être sur le droit, ouais, mais éco-gestion. ouais, c'est ça. Ouais. J'ai fait 6 mois, en fait, à défaut d'avoir eu la prépa que je voulais sur APB, donc l'ancêtre de Mmh. Parcoursup. Par défaut, je suis allé à Assas pour faire 6 mois et j'ai détesté, mais détesté d'une force. En fait, déjà, j'étais frustré de ne pas avoir ce que je voulais sur APB. Et puis, je me retrouve à Assas. Bon, pour ceux qui connaissent Assas, j'ai rien contre eux. Mais en licence, je pense que c'est un petit entre-soi qui est un petit peu déconcertant quand on vient de banlieue parisienne comme moi. Et j'avais pas ma place, quoi. En fait, j'avais l'impression. Ça change beaucoup quand on arrive en M1, M2, je pense, parce Mmh. que j'avais des copains, copines qui étaient en M1, M2 à SAS. Je pense que les gens ont un peu plus de maturité. Mais en L1, je peux vous dire que c'est quand même un sacré. Enfin, à Donc tu mon t'y époque, du sentais moins. pas bien. Ouais, Non, ouais. pas du tout. On Donc était sur une après tu as population où il n'y avait pas trop de mixité, à mon sens. oui, oui, voilà, Et ouais. puis, mais bon, après, ça reste une grande institution en droit et en éco. Mais, Mmh. donc voilà, donc Oui. j'ai fait 6 mois là-bas, je me suis barré très vite. Je suis resté inscrit, mais je me suis barré directement en fac d'histoire à Diderot. Et là, pour le OK. coup, c'était assez chouette. C'était en OK. attendant, en fait. Ouais, Et ouais, en attendant, parce qu'en fait, c'est plus parce que tu voulais, on va dire pas, finir sans rien faire ta première année, parce que je veux dire, ouais, tu pas spécialement d'envie à te dire: «Ah bah tiens, je vais totalement changer de filière». Là, c'était plus pour occuper un peu tes journées et te dire: «C'est exactement. pas En grave». fait, je me disais à l'époque, c'est pour ça, faut pas avoir trop peur Mmh. d'avoir un parcours ultra construit, ultra bien fait. Moi, à l'époque, j'avais pas mal de doutes et d'incertitudes sur ah bon, bah, ça commence mal. Mon parcours scolaire ne commence pas par ce que je voulais faire précisément. Mais en réalité, en L1, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réorientation. J'avais plein de copains, copines qui commençaient par faire une fac, qui se rendaient compte que c'était pas ça. Donc, je savais déjà à ce moment-là, quand j'ai fait ma licence, enfin mes 6 mois à SAS, que ça serait une année un petit peu où je vais me chercher. En fait, moi, je Ouais. savais que je voulais faire classe préparatoire, donc quitte à se chercher, autant aller sur des choses qui m'intéressent. Donc c'est pour ça que je suis parti Mmh. directement en fac d'histoire. J'ai fait 6 mois où j'ai appris énormément de choses sur les civilisations sud-africaines. On avait des professeurs qui étaient géniaux sur les guerres napoléoniennes, sur le Moyen Âge, etc. Donc c'était trop chouette. Je me disais, bon, c'est ça de prix. Et après, moi, j'ai des copains qui m'ont dit, ne repasse pas par APB pour obtenir ta classe préparatoire. Pointe-toi directement le jour de la rentrée. Et Ah ouais! ça a marché. Ah ouais, incroyable, génial! OK, donc Ouais, ça peut être possible. Ça mais tu vois, c'est un bon tuyau que tu peux passer au aussi aux culot. clients Bah, le qui culot, viennent en fait, des fois, ça peut passer, hein. ah bah ouais, bah c'est bien. J'en suis la preuve, mais enfin, je vais pas dire que c'est ce qu'il faut faire impérativement, mais sinon, il va y Oui, avoir des oui, mais classes ça prépa, et il peut, c'est va y avoir 30 élèves qui se pointent le jour J au culot. ouais, c'est ça. Mais Mais alors non, en fait, ça a marché, ouais. ouais, donc pour aller, légèrement plus rapidement, parce que c'est vrai qu'après on va avoir d'autres questions, j'ai vu dans le chat, hein, Ouais, pas de n'hésitez pas souci. à poser vos questions, on va faire, questions-réponses dans quelques instants. Donc tu as fait ta classe prépa. Ouais, ECS, qu'est-ce ouais. qu'on fait en ECS? Alors, qu'est-ce qu'on fait en ECS? Les ECS, c'est les classes préparatoires pour filières scientifiques. Donc, c'est ce qui s'appelle. Anciennement, c'était les prépas HEC. Ça a changé de nom, c'est devenu ECS. Ça a encore changé de nom, maintenant, c'est ECG. Et c'est en fait tout simplement des écoles, enfin des classes préparatoires pour intégrer des écoles de commerce à la suite. Et ECS, c'est juste pour dire, c'est ceux qui viennent de filières scientifiques. Ceux qui viennent de filière économie, c'était ECE. Et en gros, en fait, c'est 2 années où, comme je disais, beaucoup, beaucoup de maths, beaucoup de géopolitique, beaucoup de culture G, énormément de Mmh. philo, énormément de lettres. Donc, on avait des semaines qui étaient assez denses. Je crois que c'était à peu près 16 heures de maths, 14 heures de géopo, Waouh! et le reste, Ah ouais, oui, c'était costaud. on n'a pas la Et on même avait cours, définition d'assez dense, c'est extrêmement dense. ouais, c'est très dense. Et en fait, parce qu'en fait, ils doivent faire en 2 ans le, Bah le, oui. le programme des concours. Et les concours aussi à l'époque étaient très denses. Moi, je me souviens, Mmh. comme j'avais passé toutes les banques d'épreuves pour toutes les écoles, j'aurais pas dû, mais bon, je l'avais fait. Ouais. C'était 86 heures d'épreuves, je crois, au total. Donc, Waouh! Ah ouais, tu étais très c'était motivé, mais ça, c'est deux chouette. semaines, 2 semaines et demie de concours. Et après, donc, j'intègre une école
en L3, donc à Lille, qui s'appelle Schema, qui est une école de commerce. Et en fait, dans l'école de commerce, il faut savoir qu'il y a un gap quand on fait une classe préparatoire et quand on intègre une école de commerce. Là, on peut se dire, waouh, on a une déperdition assez colossale en termes de cours. Et donc, pour s'occuper, en fait, ils proposent beaucoup de doubles diplômes dans toutes les écoles de commerce. Vous pouvez avoir des doubles diplômes en sciences, en philo, en histoire. Et moi, j'avais pris un double diplôme en droit. Et c'est Ok, là-dessus où j'ai fait ensuite 2 ans de droit. ok, génial. Puis ensuite, barreau et école d'avocat. Exactement. Et après, j'ai passé le barreau, école d'avocat, beaucoup de stages et je Bah, terminais le cabinet. après, tu vois, tout à l'heure, tu disais oui, mon parcours. Bah, il y a eu Honnêtement, et des. puis moi, je le trouve On génial. est passé par la Grèce antique, économie, gestion, droit avec de la macro-finance. Oui, mais Et c'est puis, vrai que tu vois, c'est souvent une des questions qu'on se pose, enfin qu'on nous pose en tout cas sur MyFuture, très souvent sur le fait d'avoir vraiment, bah voilà, si on commence à s'orienter quelque part et que ça fonctionne mal, est-ce que c'est vraiment un drame de ne non, pas continuer dans les choses qu'on fait? Et ben là, il y non, a la clairement preuve pas. que non. Et en plus de ça, c'est des connaissances qui vont pouvoir aussi te Ouais. servir peut-être plus tard via ton métier. Donc ça, c'est super. On ne sait jamais. Peut-être qu'en Grèce antique, un jour, tu auras un antiquaire, j'en sais rien, Ouais, qui va clairement. Non, mais venir. en plus, je regrette absolument pas quand je parle de mon Ah parcours. oui, Les choses les plus intéressantes que j'ai à dire, souvent, c'est sur les 6 mois de fac d'histoire, quoi. ah Les bah six mois oui, de fac oui, oui. d'histoire, c'était complètement dingue. Mais parce que Bon, c'est c'était un valide. monde à part. C'est-à-dire qu'on avait des cours complètement centrés sur le royaume malien au 8e siècle. Et là, tu te dis, C'est waouh, super. c'est complètement dingue. Et Ouais, ouais, non, bah faut du pas coup, avoir tu as peur. Et plein puis, de... j'ai la chance en plus d'avoir dans mon groupe de potes, on s'est beaucoup entraînés parce qu'à cette époque, à part les médecins qui avaient déjà le parcours tout tracé, nous, pour le coup, on a fait pas mal de choses. Il y en a qui ont fait des EUT, qui sont allés en fac, ils ont tenté la classe prépa, ils n'ont pas aimé. En fait, moi et mes potes, aucun n'a eu le cursus académique classique, 5 ans de fac, puis métier, quoi. Donc Ouais, ça, c'était bien plutôt sûr. chouette. On s'entraidait. Ah, ça, c'est chouette. Et puis en plus de ça, tu as plein d'anecdotes, j'imagine, sur Ouais. ta fac d'histoire à balancer comme ça, Ouais, je recommande les facs pour d'histoire. casser Quand la vous savez que glace. vous avez un trou, que vous avez une année où vous savez pas exactement ce que vous allez faire, faites une fac d'histoire. Fac d'histoire, de suite. On ne pose pas de questions, fac d'histoire. Très bien. Donc, tu as postulé à beaucoup de cabinets, tu as été embauché dans ton cabinet actuel. On va revenir sur ce que tu préfères. Et juste Ouais, après, on va répondre à quelques questions. Il nous reste 5 petites minutes. On va en pas de profiter. souci. Donc, dans ce que tu préfères, tu dis bah, plaider. Donc, ça tombe bien. Ouais. Donc, c'est un petit peu le rôle de l'avocat. Les relations humaines, rencontrer des clients et d'autres avocats et avoir les bonnes décisions, enfin des bonnes décisions. Pour le coup, c'est chouette parce que dans ce que tu aimes le plus, il y a quand même pas mal de choses. Ouais, ouais, non, c'est clair. Bah après, je sais que il y a certains avocats qui détestent plaider, qui sont, Ouais, ça les intéresse pas. Et ils préfèrent, enfin, quand je disais avocat contentieux, avocat conseil, les avocats conseils, souvent, c'est pas leur grand dada, aller devant des juridictions, mettre la robe, blablater, pérorer, comme on dit, ils aiment pas trop. Et moi, j'avoue que c'est un truc qui me plaît pas mal. Il y a toujours en plus du stress. Il faut savoir qu'avant chaque audience, je crois, il n'y a pas une seule audience où je suis pas mais stressé comme une crampe. Et après, juste, enfin, on déblate tout ce qu'on a à dire. Et le moment post-audience est très très satisfaisant. En fait, il y a une petite chute de stress. On se dit, et surtout quand il y a de l'enjeu, quoi. Enfin, il y a des audiences où il n'y a pas vraiment d'enjeu, où c'est des audiences, ce qu'on appelle de mise en état. On va juste plaider deux, trois incidents. Donc ça peut aller, mais pour des audiences où par exemple il y a de la prison derrière, là il y a beaucoup d'enjeux et on y met comme je disais un petit peu à titre introductif, il y a les clients qui sont trop sympas, qui peuvent des fois vous offrir des cadeaux quand vous avez des bonnes décisions, qui sont ultra compréhensifs, qui vous parlent de leur famille, etc., ou ils vous ramènent d'autres clients, ça c'est trop chouette. Après il y en a d'autres qui sont un peu plus, compliqué. on va dire avec des grands guillemets pour être poli, emmerdants Ouais. et qui sont très très demandeurs, qui vous corrigent sur des choses. Ils disent oh, maître, je crois que vous avez Mmh. fait une erreur, etc. Et vous dites bon. Et après, Mmh. il y a avoir des bonnes décisions. Ça, il y a pas plus gratifiant, je pense, quand vous plaidez, quand vous avez conclu, vous avez rédigé vos conclusions, vous plaidez vos conclusions, et finalement le conseil de prud'homme, le tribunal judiciaire, le tribunal correctionnel vous donne raison. Là, Ah ouais, là, on c'est est bien. très 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 chouette. Et à Et contrario, après, tu dis, et à contrario, ouais, en fait, dans ce que tu le aimes pas. stress, il est naturellement enfin, il est intrinsèquement lié à la plaidoirie et aux dossiers qui ont de l'enjeu. C'est des fois, vous pouvez être
scotché devant vos écritures à vous dire mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien fait, et juste avant, et là en fait le stress monte. Et Mmh. des fois ça peut être un petit peu fatigant parce que vous pouvez y penser la veille. Souvent en fait quand moi j'ai des grosses audiences, la veille je sais que je vais mal dormir. Ça c'est Ah oui, forcément. un petit peu problématique quoi. Le métier prend un petit peu trop de place parfois, certaines semaines, sur notre vie privée. Et Mmh. après, les mauvaises décisions, ça c'est grand classique, hein. Bon, après, on a la chance, on peut toujours faire appel. Mais bon, quand on perd en appel, je peux vous dire que ça tire la tronche au cabinet, quoi. Bah, ouais, ouais, non, c'est sûr que c'est pas forcément le plus fun, hein. On va rester dans les choses, positives, on va Ouais. dire, du métier, mais c'est aussi ce qui fait partie du métier. On peut pas sans arrêt avoir, les bonnes décisions et les Et non. bonnes fins, bonnes conclusions, en tout cas, aux audiences. Alors, on a un commentaire du collège Desrousseaux qui demande: «Est-ce que la vision qu'avait Nadim de la justice a changé depuis qu'il l'exerce?» C'est vrai que c'est une bonne question. Très bonne question. Ouais. Oui, oui, en réalité, je pensais que, en fait, bon, ça va être une vision un petit peu politique peut-être de la chose. Je vais essayer de m'en détacher le plus possible, mais j'avais, en pénal, du moins, j'avais l'impression que la justice pénale, c'était une grande justice, qu'on prenait le temps, qu'il y avait une dimension d'humanité qui était assez conséquente. Et en réalité, il y a certaines audiences où c'est catastrophique, où c'est en fait, les magistrats, ils ont une liste de dossiers comme ça, notamment pour les comparutions immédiates. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les comparutions Oui. immédiates, donc les CI, c'est la justice de l'urgence. Donc, c'est-à-dire que vous êtes pris en flagrant délit, vous êtes mis en garde à vue, commissariat, le lendemain, vous passez en audience avec généralement un avocat commis d'office qui ne vous connaît pas, qui n'a Mmh. pris connaissance du dossier pendant 30 minutes, et pour autant, vous pouvez avoir des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Et Ah donc, oui. ça, c'est un peu expéditif. Et là, vous vous rendez compte qu'en réalité, certains magistrats, peut-être parce qu'ils ont trop exercé, ils prennent plus le temps. En fait, c'est pas qu'ils prennent plus le temps, c'est qu'il y a un manque de moyens. On en parle tout le temps, que ce soit à la télé, etc. Il y a un manque de moyens dans la justice, et donc on peut avoir une justice un petit peu expéditive qui est moins humaine. Et quand il y a des enjeux aussi colossaux, je trouve, que Ah ceux-là, oui. que je décris, ça peut être un petit peu frustrant. Donc la vision de la justice que je me faisais sur la défense pénale, elle a été un petit peu entachée. Là, par exemple, hier, quand j'ai plaidé pour mon client qui était en détention et qui demandait à avoir un bracelet, les Mmh. réquisitions du procureur, enfin l'avocat général, puisqu'on est devant la cour d'appel, bon, là c'est du jargonnage, elles ont duré 1 minute 30. 1 minute 30, je trouve ça un petit peu, et je me suis permis de lui dire, je me suis dit, bon, C'est une léger, minute ouais. 30 pour un dossier comme ça, j'ai l'impression que vous ne le connaissez pas en fait, le type. Et il a juste demandé à confirmer que le mec sorte pas. Et moi j'étais révolté parce que 1 minute 30, pour un dossier comme ça, en fait, on pourrait prendre un petit peu plus le temps, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, non, c'est Donc oui, vrai. ma vision de la justice a un petit peu changé. On devient un peu plus aigri chaque jour, mais après quand on a des bonnes décisions, etc., ça remet notre pic Mmh. au beau fixe. Il y a le collège Dunois qui te demande: «Est-ce qu'il est utile de connaître beaucoup de langues étrangères?» Alors, ça peut être très, très utile quand on fait du droit pénal de connaître des langues étrangères, ça c'est indéniable. C'est malheureux de le dire, mais je pense que j'enfonce une porte ouverte de dire que si vous parlez arabe ou si vous parlez des langues africaines, que ce soit Soninké, Bambara et autres, vous avez un Mmh. avantage indéniable quand vous êtes en prison, quand vous êtes au tribunal, c'est-à-dire que vous pouvez vous entretenir sans interprète avec votre Mmh. client. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ou Ça, c'est pareil pour bien. le chinois. En fait, c'est des langues qui demandent des interprètes. Les interprètes, ils sont très sollicités. Ils naviguent de tribunaux en tribunaux, de maison d'arrêt en maison d'arrêt. Si vous avez la chance d'être dans le box, donc dans le box, c'est dans les geôles des tribunaux, parce qu'il faut savoir qu'il y a des prisons dans les tribunaux. Oui. Quand vous vous entretenez avec votre client avant l'audience, si vous connaissez sa langue, c'est pas mal du tout. Et après, bon, l'anglais, en réalité, c'est un truisme, si je puis dire, de dire qu'il Ah faut ouais? savoir parler anglais. Mais dans ma pratique, c'est pas très utile. OK, En d'accord, donc réalité, ça dépend si totalement vous aussi faites du de droit des affaires, c'est obligatoire. C'est même, mmh. vous pouvez pas ne pas savoir parler anglais. Mais quand vous faites du droit franco-français sur du contentieux généraliste, c'est pas, on peut s'en passer. C'est pas une OK. Bon, bah, il y en a qui seront contents. Donc on va Ouais. passer à la dernière slide avant de répondre aux autres questions, parce que j'ai vu que Terence en a posé pas mal. Ne t'inquiète pas, on y répond dans quelques instants. Donc le groupe tous les avocats roulent sur l'or, les audiences sont ouvertes au public. Alors je veux bien que tu Ouais. m'expliques pourquoi tu as choisi ces 2 choses. Alors, tous les avocats roulent sur l'or parce qu'on a le cliché de dire et de penser que les avocats sont extrêmement riches. Alors, en fait, le problème, c'est que le métier d'avocat,
il est extrêmement varié. Il y a des avocats qui sont dans de grandes structures, des grands cabinets anglo-saxons, qui sont payés des 1000 et des 100. En fait, c'est comme si vous étiez dans une grosse boîte. Et des avocats qui sont à leur compte, qui peuvent bénéficier de commissions d'office et qui ne vivent, on va dire, que de petits dossiers en pénal et autres. Donc là, vous passez d'un avocat qui peut toucher, après je vais faire une parenthèse dans la parenthèse concernant les salaires, parce que comme on est libéraux, notre chiffre d'affaires, il est divisé par 2 à peu près pour savoir ce qu'on se met dans la poche. Mais Ouais. typiquement, un avocat, première année, donc il vient de passer le barreau, il rentre dans un grand cabinet anglo-saxon, il va être à peu près à 100 000 euros l'année. Donc ça lui fait, vous divisez à peu près par 2, il se met 5 000 euros net dans sa poche. Ok. C'est colossal. Par contre, Ouais, il c'est compte pas énorme. ses heures, et ouais, c'est énorme. Il compte pas du tout ses heures, il fait toujours la même chose. Donc ça va être souvent ce que vous connaissez peut-être du M&A, donc de la fusion-acquisition, du private equity, enfin des matières qui sont très financières, puisque c'est des gros clients et il faut beaucoup d'avocats pour travailler dessus. Donc Puis ça, très c'est, on va dire, stressant, j'imagine aussi. ouais, c'est très stressant. Et puis en fait, moi, j'ai des copains terminés à 2 heures du matin, c'est terminé tôt. Ah Donc bah oui, c'est ça, ouais, voilà. ouais. Et après, il y a l'autre partie, ça va être les avocats qui sont à leur compte et qui se mettent à peu près un SMIC et voire 2000 euros net dans la poche, mais Mhm. parce que ils courent après les honoraires. Donc les honoraires, c'est notre salaire, quoi. Et Mhm. en fait, entre les deux, donc entre ces deux extrêmes, entre l'avocat qui est à peu près au SMIC et entre l'avocat qui touche 5000 net dans sa poche, vous avez énormément de manières d'exercer. Moi, ma manière d'exercer, pour vous donner un exemple concret, j'ai une rétrocession que me file mon boss chaque mois. Alors, Et qu'est-ce que c'est une rétrocession? ouais, donc la rétrocession, en fait, pour faire simple, quand vous êtes salarié, vous touchez un salaire, quand vous êtes libéral, vous touchez une rétrocession. Donc D'accord. et c'est ce qui s'appelle, je lui fais une facture chaque mois pour dire voilà, il faut me payer tant. Ma Mhm. facture, elle bouge pas, elle peut être augmentée chaque année. Mais donc là, typiquement, moi, il me verse 5600, donc 5600 Mhm. hors taxe. Et donc, à peu près, moi, j'arrive à me verser 3000, 3200 net dans la poche. Et à Ok. côté de ça, j'ai des dossiers perso. Donc les dossiers perso, c'est ce que je fais à côté du cabinet qui me permettent d'avoir de l'argent de moi-même avec ma propre. Parce qu'en fait, je D'accord, travaille pour un ok. cabinet, je suis collaborateur d'un cabinet et à côté de ça, je suis mon propre avocat pour d'autres dossiers. Oui, c'est ça, en fait, tu es libre aussi, tu as des affaires Exactement, grâce à ton cabinet, mais tu peux aussi être libre de traiter d'autres affaires sur le côté. c'est ça. Et Ok, donc, en fait, trop c'est ça, en fonction des mois, des fois, je peux faire des mois où j'ai fait plein de dossiers perso, donc ça fait beaucoup plus d'argent d'un coup. Des fois, des mois où il n'y a absolument rien. Donc, ça sera juste la rétrocession que me file mon boss. Donc, ça fluctue. Et à côté de ça, bah, faut faire attention parce qu'on peut avoir des régulations. Mais là, on part dans une discussion sur l'URSSAF, sur les impôts. Je vais vous ouais. épargner ça parce que même moi, je déteste. Ouais. Non, on va pas parler de choses qui fâchent, mais bon, oui, Ouais, c'est non, plein clairement d'autres pas. choses. Pour ceux qui voudront, travailler, en tout cas devenir avocat, c'est des choses que vous découvrirez plus tard, en tout cas, bon, avec plein de taxes et cetera, de choses, d'administratifs, en tout cas, à mettre en place derrière. Et ça tombe bien parce qu'il y a Terence qui t'avait demandé, combien on gagnait en moyenne par an. Et Ouais. il demande aussi combien de clients environ tu as par an? Alors, moi, par exemple, pour le cabinet, si je regarde, là, j'ai actuellement 78 clients en cours pour le cabinet OK. de Waouh! mon boss et en perso, j'en ai une douzaine à peu près. OK, très bien. Donc, ouais, il y a pas mal enfin là, je veux pas vous faire peur, mais il y a pas mal de week-ends où effectivement, je bosse. J'essaie de me dire des fois 2-3 heures, bah, je vais faire ça, je vais répondre à cette cliente parce qu'en fait, ça fait 2 semaines qu'elle m'a envoyé tous ces documents, je lui ai pas répondu. Donc ouais, il faut se mettre un petit peu des rappels, il faut essayer d'avoir une bonne gymnastique. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'outils de productivité. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais il y a pas mal d'interfaces. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle Notion. Je sais qu'il y en a plein d'autres Mmh. pour essayer de s'organiser, pour mettre tous ces dossiers, pour avoir un visuel, parce que sinon on peut vite s'y perdre. Ah oui, Et non, après, c'est toujours la même chose. Nous, on a un métier, on marche à la réputation en réalité. Si moi, j'arrive à voir, s'il y a un élève qui vient me voir pour que je défende n'importe quoi, bah, lui ou ses parents, si je fais du bon boulot, il y a fort à parier qu'il va me recommander auprès de ses copains, copines. C'est comme ça qu'on bien fonctionne sûr. en réalité. Donc, ouais. Trop Trop cool. Bon, l'heure tourne, mais il y a encore pas mal de petites questions, donc je vais te les poser très rapidement. Il y a le Ouais. Collège des Rousseaux qui te demande, et vous avez mentionné l'IA, est-ce qu'il y a des outils d'IA ou de recherche pour vous aider à trouver des bons articles de loi à Ouais. utiliser? Ouais. Exactement. Nous, on a nos propres bases de données, heureusement. Il y a
des bases de données juridiques, donc Dalloz, Lefebvre et Doctrine, en fait, c'est dédié aux juristes et aux avocats. Et donc, il faut payer, c'est assez cher en réalité. Mais là, pour le coup, en fait, c'est une IA qui fonctionne uniquement sur ces bases de données-là. Donc, c'est très sourcé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si moi, demain, je demande une question juridique à ChatGPT, il va se reposer sur Internet, sur ses open source à lui. Par contre, si je demande la même question à Genial, ce qui est l'intelligence artificielle de Dalloz, là, pour le coup, ça va être sourcé que dans ces bases de données qui sont énormes. Et surtout, j'ai toutes les sources à chaque fois. Et ça, c'est pratique parce que Ok, ça pour le c'est coup, bien. ça se trompe pas, ça se trompe très peu. Et on a toutes les sources. Par exemple, souvent, moi, ce que je fais, c'est juste lire les sources pour avoir de quoi mettre dans mes conclusions, dans mes écritures. Donc, c'est pas mal. Ça c'est Donc, ouais, chouette. Ça, on c'est en a chouette. beaucoup en réalité des bases de données. Hein. Et on se Ah oui, file oui. beaucoup les codes. Oui, c'est ça. Bah, ça, j'imagine que ça permet d'aller quand même un peu plus vite. Ouais, Allez, clairement. dernière petite question. Il y a Terence qui demande, est-ce que vous êtes obligé quelquefois de défendre des clients des cas imposés par votre cabinet? Ouais, ouais. Ouais. Il y a toujours ce qui s'appelle la clause de conscience. Pareil, on en revient à la déontologie. Dans notre déontologie, on peut se débarquer soi-même d'un dossier si on estime que le cas le plus classique, on va dire, c'est vous devez défendre un antisémite, vous êtes de confession juive, vous n'avez pas nécessairement envie, vous savez que vous avez mal le défendre, vous pouvez vous débarquer, quand bien même vous avez été désigné pour défendre. Ça arrive très Mmh. souvent. Ou alors, par exemple, vous devez défendre quelqu'un pour des violences conjugales, vous avez vu dans votre enfance que c'est des violences conjugales, vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Ça, on peut toujours se débarquer, donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, j'essaye le plus possible, après, de me dire, enfin, de me convaincre plus ou moins que quand on est désigné, faut faire le travail quoi qu'il en coûte, et qu'on est Mmh. juste dans un métier, de la même manière qu'un médecin va soigner quand bien même, enfin, il va pas regarder son patient. J'essaie de faire la même chose, mais des fois, effectivement, c'est un peu compliqué. Après, comme je le Bien disais, sûr. j'ai pas tous les 4 matins des dossiers comme ça, mais ouais, des fois, c'est assez complexe. Et j'avais dit que c'était la dernière, j'ai menti, il y en a une autre qui est arrivée sur le chat. Enfin, il y en a pas mal, je suis désolée, mais il va vraiment Ouais, pas de falloir souci. qu'on termine. Mais dernière question, est-ce qu'il y a une matière justement au lycée ou au collège qui, selon toi, est importante pour devenir avocat? Est-ce que c'est le français pour bien s'exprimer? À l'époque, en fait, j'ai cru comprendre que ça revenait pas mal à la mode, mais en fait, enfin oui, il y a plein de matières. Enfin, avoir un petit attrait pour la philosophie, pour les lettres, pour l'histoire de manière générale, enfin, c'est toujours utile. Mais en fait, j'ai cru comprendre que déjà au 19e, enfin début 20e, il y avait toujours des cours de rhétorique à l'école. Ça a été progressivement supprimé. Mmh. Et là, de plus en plus, via des documentaires, je ne sais pas si vous avez vu à haute Oui, voix ou j'ai un truc vu. comme ça. Oui. Ça, c'est pas mal du tout parce qu'ils essayent de remettre, enfin de réimpulser d'une certaine manière les concours d'éloquence dans les lycées, avec notamment, je crois qu'il y a un grand oral maintenant au bac, Oui. quelque chose comme ça, ouais. Ça, c'est pratique parce qu'en réalité, être stressé devant un sujet et réussir à ordonner ses idées pour ensuite parler à vive voix et avoir un discours cohérent, ça, c'est très très utile dans le métier d'avocat parce que souvent, en fait, vous êtes dans le rush complet. Vous devez Mmh. empiler plein d'idées. Pour les comparaisons immédiates, j'en parlais, mais c'est vraiment, vous prenez conscience du dossier 30 minutes avant. Et bah ça, c'est vachement pratique. Avoir des introductions, pouvoir s'exprimer un petit peu de manière apaisée, etc. Les concours d'éloquence et de manière générale, toute la rhétorique et tous les cours de rhétorique, c'est utile, je trouve. Mmh. Ultra important. OK, bah, merci beaucoup, Pas de Nadim, rien. pour toutes ces informations. Est-ce que tu as un dernier, rapide petit message ou Ouais, conseil le pour les dernier personnes? mot, il est à Ouais. l'écran. Hein. Les audiences sont ouvertes. Si vous savez pas quoi faire, vous allez à la cour d'appel, vous allez Mmh. au greffe des assises, si vous êtes intéressé par les histoires un peu glauques. Bon, après, c'est pas le cas de tout le monde. Vous Chacun regardez, son il y truc. a et vous pouvez assister à des audiences, mais géniales, sur des affaires d'assassinat, de terrorisme. Euh, Enfin, il y a tellement, tellement matière à regarder. Et si vous avez la chance de tomber sur le jour des plaidoiries, franchement, moi je vous le conseille, c'est encore mieux que du théâtre, parce que c'est la vraie vie, et surtout vous voyez comment est rendue la justice. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de Mmh. prix, et c'est encore ouvert, sauf les audiences en huis clos. Et ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde, c'est vachement chouette. Vous pouvez tomber sur des très bons avocats qui peuvent des fois vous parler. En fait, des fois, ils parlent à les personnes qui sont dans la salle, et ça Mmh. donne très envie, je trouve. Bah, oui et puis au moins on voit vraiment, on met un pied, directement, sur le terrain dans lequel on aimerait exercer plus tard, donc ça nous permet de se faire Exactement. vraiment une idée. Bah, merci beaucoup Bah, de Nadim, rien. pour tout ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Bah, plein de dossiers. Enfin, pas Ouais, trop plein en de fait, en dossiers, réalité. Là, 10 ce ans de soir, je pars en carrière. vacances, donc ouais, On va arriver à 10 ans 10 ans de bar, ouais, ça serait un bel objectif, ouais. trop bien. Bah, écoute, on refera un live métier si tu nous le permets, après tes dans 10 ans, Pas de enfin dans souci, 10 ans, dans même 10 pas ans, dans 8 ans enfin du dans 8 coup, ans. ça devrait arriver très vite. Pas Merci de à souci, ce toi. sera avec un plaisir. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup à toutes les personnes Ciao. qui, nous ont rejoints, sur ce live métier. Merci, vous avez été très nombreux à poser des commentaires, ça fait super plaisir. On va vous mettre un petit sondage dans le chat pour que vous puissiez donner votre avis et je vous informe que le prochain live, ce sera jeudi prochain à 15 heures. Cette fois-ci, on ira rencontrer un ébéniste. Voilà, un côté un peu plus artistique, vous verrez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite sur My Future.